Vous est-il arrivé d'entendre des gens se quereller? C'est quelquefois amusant, mais parfois franchement déplaisant. Quoi qu'il en soit, nous pouvons apprendre une leçon importante en écoutant ce que les gens disent quand ils s'insurgent. Par exemple, tu aimerais qu'on te fasse la même chose? C'est ma chaise, j'y étais avant toi. Laissez-le tranquille, il ne vous a rien fait. De quel droit jouez-vous des coudes pour doubler tout le monde? Donne-moi un peu de ton orange, je t'en ai bien donné. Allez, tu l'as promis. On entend cela tous les jours, que ce soit dans la bouche de gens éduqués ou non, enfants comme adultes. Ce qui m'intéresse dans ces disputes, c'est que le plaignant n'implique pas seulement que la conduite de son interlocuteur ne lui convient pas. Il en appelle aussi à un modèle de conduite que son vis-à-vis ne devrait pas ignorer. Et il est bien rare que l'autre réplique ⁇ Va au diable avec tes principes !⁇ Presque toujours, il essaye d'expliquer qu'il n'a pas vraiment enfreint les règles communément admises ou que, s'il l'a fait, il avait une bonne raison de le faire. Il prétend que, dans ce cas particulier, la personne ayant occupé le siège n'a pas à la garder ou que la situation était tout à fait différente quand on lui avait donné de l'orange ou qu'un événement fortuit l'a empêché de tenir sa promesse. Manifestement, les deux parties ont à l'esprit une sorte de loi ou règle de franc jeu ou de bonne conduite, quel que soit le nom qu'on lui donne, sur laquelle ils se basent. Sinon, ils pourraient bien sûr se battre comme des animaux, mais pas se quereller au sens humain du terme, c'est-à-dire chercher à prouver que l'autre a tort. Se quereller ainsi n'aurait aucun sens si l'un et l'autre n'étaient à peu près d'accord sur la notion du bien et du mal, tout comme il n'y aurait aucun sens à sanctionner la faute d'un joueur de football sans un accord préalable sur les règles. Or, cette loi ou règle concernant le bien et le mal était autrefois appelée la loi naturelle. De nos jours, quand nous parlons des lois de la nature, nous pensons habituellement à des phénomènes physiques comme la gravitation, l'hérédité ou les lois de la chimie. Mais quand les penseurs d'autrefois appelaient loi naturelle la loi du bien et du mal, ils pensaient en fait à la loi de la nature humaine. L'idée était la suivante. De même que tous les corps sont gouvernés par la loi de la gravitation et les organes par les lois biologiques, la créature appelée homme a aussi sa loi. Cette dernière est pourtant très différente. Alors qu'un corps ne peut choisir s'il doit obéir ou non à la loi de la gravitation, un homme peut choisir d'obéir ou non à la loi de la nature humaine. Disons les choses autrement. Tout homme est, à tout instant, soumis à différents types de lois, mais il n'y en a qu'une à laquelle il a la liberté de désobéir. En tant que corps, il est soumis à la gravitation. Si vous le laissez sans support dans l'air, il n'a pas le choix, il tombera comme une pierre. L'organisme de l'homme, comme celui de l'animal, est soumis aux lois biologiques et ne peut les transgresser. Autrement dit, l'homme ne peut désobéir à ces lois qu'il partage avec les animaux, des objets. Par contre, la loi du bien et du mal, spécifique à sa nature humaine, qui le différencie des animaux, des végétaux ou des choses inorganiques, est la seule qu'il puisse violer s'il le veut. On appelait cette loi naturelle, car les gens pensaient que chacun la connaissait d'instinct et n'avait nul besoin d'être enseigné. Ils ne prétendaient pas, naturellement, qu'on ne puisse rencontrer ici et là un individu excentrique ignorant cette loi,
tout comme vous trouvez quelques personnes qui ne discernent pas les couleurs ou ne peuvent retenir une mélodie. Mais, considérant la race humaine comme une entité, il pensait que l'idée du bien était une évidence pour chacun. N'avaient-ils pas raison? S'ils avaient eu tort, tout ce que nous avons dit sur la Deuxième Guerre mondiale est un non-sens. Quel intérêt de dire que l'ennemi a eu tort si le bien n'est pas une réalité que les nazis connaissaient autant que nous et auraient dû mettre en œuvre? S'ils n'avaient eu aucune notion de ce que nous entendons par bien, alors nous n'aurions pu les blâmer davantage pour leurs actes que pour la couleur de leurs cheveux, même s'il nous aurait fallu quand même les combattre. L'idée d'une loi naturelle ou d'une bonne conduite connue de tous est contestable, disent certains, et ce parce que diverses civilisations et époques ont eu des morales foncièrement différentes. Ce n'est pas vrai. Certes, on trouve des différences entre leurs morales, mais elles n'ont jamais atteint un degré de divergence totale. Quiconque, prenant la peine de comparer l'enseignement moral des anciens Égyptiens, Babyloniens, Hindous, Chinois, Grecs et Romains, serait frappé de constater combien ces morales se ressemblent et sont proches de la nôtre. Pour ne pas nous éloigner de notre sujet, je prie simplement le lecteur de réfléchir à ce que signifierait une morale entièrement différente. Imaginez un pays où l'admiration irait aux déserteurs et où on serait fier de trahir ses meilleurs amis. Ce serait imaginer un pays où 2 plus 2 ferait 5. Les hommes peuvent avoir une opinion différente quant aux personnes avec lesquelles il ne faut pas être égoïste, leur famille, leurs concitoyens ou simplement tout le monde. Mais tous reconnaissent qu'il ne faut pas vivre que pour soi. L'égoïsme n'a jamais été un objet d'admiration. Et même si les hommes ont des avis différents quant au nombre d'épouses qu'ils peuvent avoir, ils ont toujours été d'accord sur un point: l'homme ne peut posséder chaque femme qu'il désire. Mais voici l'observation la plus remarquable. Chaque fois qu'un homme affirme ne pas croire que le bien et le mal existent vraiment, vous le surprenez à se contredire peu après. Il peut ne pas avoir tenu une promesse qu'il vous a faite, mais si vous essayez de ne pas tenir la vôtre, il s'écriera: ce n'est pas juste, avant même que vous ayez pu ouvrir la bouche. Une nation peut arguer que les traités conclus n'ont pas de valeur et, l'instant après, affirmer que celui qu'elle veut rompre est injuste. Or, si les traités sont sans valeur et si le bien et le mal n'existent pas, autrement dit, s'il n'y a pas de loi naturelle, quelle différence y a-t-il entre un traité juste et un autre injuste? Cet homme ou cette nation ne se sont-ils pas trahis et n'ont-ils pas montré qu'en dépit de leurs affirmations, ils connaissent la loi naturelle? Nous voilà donc contraints de croire au bien et au mal. On peut quelquefois se tromper, comme il arrive de faire une erreur dans une addition. Mais ce n'est pas une affaire de goût ni d'opinion, de même que la table de multiplication n'est pas une question de goût ni d'opinion. Si donc nous sommes d'accord sur ce point, passons au suivant. Aucun de nous ne respecte vraiment la loi naturelle. S'il en est parmi vous qui fassent exception à la règle, je les prie de m'excuser. Il vaudrait mieux qu'ils lisent un autre livre, car rien de ce que je vais dire ne les concerne. Je m'adresse plutôt aux êtres humains normaux. Ne vous méprenez pas maintenant sur mes intentions. Je ne veux pas faire un sermon, car je ne prétends pas être meilleur que d'autres, j'essaie seulement d'établir le fait suivant. Nous n'avons pas réussi à pratiquer la conduite que nous attendons d'autrui. Que d'excuses nous inventons? Lorsque vous avez agi injustement avec votre enfant, c'est que vous étiez très fatigué. Cette affaire d'argent quelque peu louche, quasiment oubliée,
n'est-elle pas due à une période critique dans votre vie? Et votre promesse en faveur d'un déshérité et que vous n'avez jamais tenue, l'auriez-vous faite si vous aviez su à quel point vous seriez débordé? Quant à votre attitude envers votre conjoint, votre frère ou votre sœur, si je savais comme ils sont énervants, je ne m'en étonnerais pas. Et d'ailleurs, qui suis-je pour m'occuper de vos affaires? Je suis comme les autres, c'est-à-dire que je ne réussis pas non plus à respecter la loi naturelle. Dès que l'on me signale mes travers, un long chapelet d'excuses naît aussitôt dans mon esprit. Et la question du moment n'est pas de savoir si mes excuses sont bonnes. Que cela nous plaise ou non, nos excuses mêmes prouvent que nous croyons à la loi naturelle. Si nous ne croyions pas en une règle de bonne conduite, pourquoi serions-nous si anxieux de trouver des excuses à nos manquements? En vérité, nous sommes tellement attachés à la bienséance, la règle de la loi s'impose tellement à nous, que nous ne supportons pas l'idée d'avoir pu la bafouer. Ceci nous entraîne à esquiver notre responsabilité. C'est donc pour justifier notre conduite déplorable que nous avançons maintes explications. Elle est due à la fatigue, à nos préoccupations ou à la faim. Mais notre bon caractère, nous le mettons sur notre propre compte. Tels sont les deux points que je voulais mettre en valeur. En premier lieu, que les êtres humains par toute la terre ont cette curieuse idée d'un code de conduite préétabli qu'ils ne peuvent ignorer. Deuxièmement, qu'en réalité, ils ne n'agissent pas conformément à ce code. Ils connaissent la loi naturelle et la transgressent. Ces deux constatations fondent toute réflexion lucide sur nous-mêmes et sur l'univers dans lequel nous vivons.